La Troisième République est en marche. La nouvelle constitution a été promulguée aujourd'hui par le président de la République. Cette promulgation rend effective l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentale. Nous parlerons fonction publique. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a fait une déclaration relative aux revendications syndicales. Nous l'entendrons au cours de cette édition. Les Américains se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour élire leur nouveau président, qui de la démocrate Hillary Clinton et du républicain Donald Trump l'emportera, qui sera le nouveau président des États-Unis. Les premiers résultats devraient être connus dès demain, mercredi. Bonsoir et bienvenue. La Côte d'Ivoire vient de faire son entrée dans la Troisième République. La nouvelle constitution a été promulguée cet après-midi par le président de la République. Cette promulgation consacre la mise en œuvre effective de la nouvelle loi fondamentale. Pour le chef de l'État, un vent de démocratie a à nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire. Viviane Naïm. Si par son vote, le peuple ivoirien a dit oui à la nouvelle constitution, le président de la République, en ratifiant ce mardi 8 novembre l'acte de promulgation, décrète dès à présent sa mise en application. Le moment est historique, car à compter de ce mardi 8 novembre à 17h20, la Côte d'Ivoire est entrée dans la Troisième République. D'où le tonnerre d'applaudissements d'un parterre représentatif de toute la nation ivoirienne. Président d'institutions, membres du gouvernement, rois, chefs traditionnels et chefs religieux, société civile, presse nationale et internationale. Le secrétaire général de la présidence de la République a donné lecture de l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à la promulgation de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi consacre l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. La loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait à Abidjan le 8 novembre 2016. Le président de la République a remercié ses compatriotes d'avoir exprimé leur choix sans violence, de manière libre, dans un esprit démocratique. Le peuple ivoirien s'est exprimé partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec une écrasante majorité de 93,42% des suffrages exprimés en faveur du oui et un taux de participation de 42,42%. La voix des urnes a parlé. Le vent de la démocratie a de nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire. 6 ans après la grave crise post-électorale que notre pays a connue, notre démocratie a encore fait un pas en avant après l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le premier sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté, une fierté que je veux partager avec chacune et chacun d'entre vous. En effet, en dehors de quelques cas isolés, la journée de vote s'est déroulée dans le calme et la sérénité, confirmant ainsi que la grande majorité des Ivoiriens aspirent à la paix. Mes chers compatriotes, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Tous ceux qui ont bravé, parfois la pluie ou le soleil, parcouru de longues distances pour aller voter. Tous ceux qui ont fait preuve de patience et de discipline dans les files d'attente devant leur bureau de vote. Cette victoire est d'abord la vôtre. Vous avez fait triompher la démocratie. J'adresse
mes sincères remerciements à tous ceux qui ont voté oui, approuvant ainsi notre vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je remercie tout particulièrement mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien continu et indéfectible. Je remercie également les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les honorables députés, ainsi que toutes les personnalités qui ont porté le message de paix et de stabilité de la nouvelle Constitution. Je félicite tous ceux qui se sont faits les ambassadeurs de la nouvelle Constitution. Votre engagement et votre dévouement sur le terrain ont permis de faire la différence. À tous nos concitoyens qui ont voté non, je veux dire merci. Merci d'avoir exprimé pacifiquement votre opinion avec responsabilité. Merci de croire que la Côte d'Ivoire est plus grande que toutes nos divergences politiques. Après la promulgation qui consacre la mise en application effective de la nouvelle Constitution, l'autre étape sera la nomination dans les jours qui viennent du tout premier vice-président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après la promulgation de la nouvelle constitution, des personnalités ont réagi. Elles ont salué l'avènement de la nouvelle loi fondamentale. Je vous propose de les écouter. Pour nous, donc, c'est un grand jour. Une nouvelle république naît. C'est aussi l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais inviter les uns et les autres à s'y inscrire durablement. C'est de souhaiter la bienvenue à la Troisième République, qui est la République de la Renaissance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, la Côte d'Ivoire réconciliée avec l'excellence, la Côte d'Ivoire réconciliée avec le travail, la Côte d'Ivoire réconciliée avec la paix qui est préalable à tout développement. La promesse donc, qui est faite ici à travers cette loi fondamentale, c'est la paix, la stabilité, c'est la cohésion sociale, c'est le développement. C'est une constitution qui a mis fin à la constitution de la haine. C'est une constitution de paix, c'est une constitution de développement. Et je dis, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison de faire autre chose que d'appuyer de manière franche et sincère cette constitution. Aujourd'hui, nous avons un texte, n'est-ce pas, fondateur, qui donne des perspectives, qui ouvre les droits et devoirs à tous les citoyens. Et nous sommes heureux, par exemple, que la formation professionnelle, l'enseignement technique de la formation professionnelle, elle soit maintenant inscrite comme un droit fondamental des citoyens à l'article 9 et l'article 10 de la Constitution. Nous ne pouvons qu'être heureux et fiers de savoir que les Ivoiriens se sont mobilisés pour donner libre cours à cette nouvelle constitution. Et le président vient donc poser l'acte salutaire qui nous engage dans cette nouvelle république. En tant que membre du gouvernement et en tant que porte-parole du RHDP, pour les engagements que nous avons pris, je ne peux qu'être heureux et fier. Nous sommes désormais donc lancés dans la Troisième République. Cette Troisième République qui pour nous sera l'occasion d'une paix durable et d'un développement de notre pays. Ce sera l'occasion du rassemblement de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Je voudrais m'en féliciter. 50 années d'histoire sont derrière nous. 50 ans, c'est un demi-siècle d'histoire. Il était temps de fermer la parenthèse et d'ouvrir une nouvelle parenthèse de la Troisième République. Donc il faut donc rendre hommage au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et dire un grand merci au président Bédié qui l'accompagne dans cette démarche. Aujourd'hui, la Troisième République est là. Il faut lancer un appel à tous les Ivoiriens afin que nous puissions nous rassembler autour de cette Troisième République pour que nous puissions aller en avant dans la paix, dans la sérénité et réaliser l'émergence tant prônée par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui a donné les leçons de démocratie, est sur le bon chemin. Et nous devons prier de façon que la Côte d'Ivoire puisse aller toujours de l'avant et que les Ivoiriens puissent vivre dans la paix, la cohésion sociale et le développement durable.
Pour nous, en tant que femmes, en tant que militantes des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes vulnérables, des handicapés et autres, pour nous, c'est une nouvelle ère. Donc à partir d'aujourd'hui, nous rentrons en activité pour revendiquer la mise en œuvre, l'application de ces droits. Nous, les guides religieux, nous sommes heureux et nous allons toujours persévérer dans la prière pour que cette troisième république, Dieu fasse que cette troisième puisse prospérer davantage dans la paix, dans la stabilité, dans l'égalité. Et que Dieu lui-même inspire le chef de l'État, qui a fait que nous avons eu cette troisième république, de notre sagesse et de l'intelligence, pour que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse avoir de succès et de suite maintenant. C'est une journée très importante dans la vie de la Côte d'Ivoire. Et puis cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée est une avancée notable. Parce que par rapport à celle de 2000, je pense que nous devons nous parfaire tous les jours. Je pense que Dieu même nous demande de nous parfaire toujours, de l'adorer tous les jours pour qu'il puisse nous augmenter en bienfait. Je pense que c'est un bienfait de la Côte d'Ivoire. Avant la cérémonie de la promulgation de la nouvelle constitution, le président de la République s'est entretenu avec le vice-président kényan. William Ruto est venu solliciter le leadership du chef de l'État en vue du soutien de la sous-région ouest-africaine à la candidature du ministre kényan des Affaires étrangères à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Viviane Naïm. Dans la perspective de l'élection pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, qui aura lieu en janvier 2017 à Addis Abeba lors de la 28e conférence au sommet de l'Union africaine, le vice-président du Kenya, son Excellence William Ruto, envoyé du chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta auprès de son homologue ivoirien, est venu solliciter le leadership du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour un soutien de la région ouest-africaine au candidat du Kenya à cette élection. Je suis venu au nom du président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, pour rencontrer son frère. Vous savez que les pays africains font des efforts en termes d'infrastructures, d'énergie, pour rendre l'intégration effective. Et tout cela se fait sous la coordination de l'Union africaine. Nous savons le leadership du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et d'ici janvier, il y aura donc le renouvellement de la Commission de l'Union africaine. Nous avons donc pour le Kenya Amina Mohamed, ministre des Affaires étrangères, qui est candidat. Et donc je suis venu au nom du chef d'État kenyan pour pouvoir confier cela au président Alassane Ouattara avec l'espoir d'avoir son appui. Le vice-président du Kenya a par ailleurs félicité la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour la nouvelle constitution dont il a salué l'esprit de modernité et de progrès. Pour rappel, une première élection pour trouver un remplaçant à la sud-africaine Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine avait eu lieu au mois de juillet lors du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, sans qu'aucun des 4 candidats en compétition ait réussi à totaliser le maximum de suffrages des chefs d'État. L'entrée en liste du candidat du Kenya porte maintenant à 5 le nombre de prétendants au fauteuil. Nous changeons de registre. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a fait une déclaration. Elle est relative aux revendications syndicales dans le secteur public. On l'écoute. Déclaration du gouvernement relative aux revendications syndicales. Depuis quelque temps, l'on assiste à une montée des revendications syndicales dans le secteur public. À ce sujet, plusieurs séances de travail ont eu lieu, aussi bien au ministère de l'Éducation nationale qu'au ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration avec les syndicats. De ces séances de travail, il ressort plusieurs préoccupations dont les principales portent sur les points suivants. Paiement de la totalité des arriérés liés à la bonification indiciaire et à l'indemnité de logement. Reclassement des instituteurs adjoints. Instauration des cours de mercredi.
pensions de retraite. 1. Sur la question du paiement de la totalité des indemnités de logement et à la bonification indiciaire. Il faut indiquer que l'appurement du stock des arriérés de salaire est une question inclusive qui concerne l'ensemble des fonctionnaires. Après le paiement de la totalité des engagements actés, s'élevant à plus de 80 milliards de francs CFA, le stock résiduel non acté s'élève à environ 243 milliards. Sur cette question, la position du gouvernement est connue des syndicats depuis 2014. Il importe de rappeler que le gouvernement avait pris la décision de ne pas payer ses arriérés. Toutefois, il a procédé au déblocage des salaires et des avancements qui étaient bloqués depuis plus de 20 ans. Dorénavant, ces avancements sont systématiques chaque 2 ans et la stratégie de la masse salariale en tient compte. 2. Sur la question des instituteurs adjoints. Suite au relèvement du niveau de recrutement des instituteurs, les instituteurs adjoints des niveaux BPC, au nombre de 16 000, ont exigé d'être reclassés dans l'emploi d'instituteurs ordinaires des niveaux bac. Or, avec l'école obligatoire dans le primaire, le gouvernement a décidé de recruter des instituteurs adjoints. De ce fait, cette revendication n'a plus sa raison d'être et devrait s'éteindre d'elle-même. Cependant, un concours professionnel permet aux instituteurs adjoints d'être promus instituteurs ordinaires. À cet effet, pour l'année 2016, près de 500 postes budgétaires ont été ouverts. 3. Sur la question des cours de mercredi. Face à la contre-performance observée dans le système éducatif, qui se caractérise par le faible niveau des élèves et un fort taux de redoublement et d'exclusion, surtout dans l'enseignement primaire, comparé à certains pays de la sous-région, Burkina Faso, Sénégal, etc., le gouvernement a pris la décision d'utiliser la demi-journée de mercredi. Cette mesure vise d'une part à augmenter le temps d'apprentissage en mettant l'accent sur les disciplines fondamentales comme la lecture, l'écriture et le calcul, et d'autre part à relever le quantum horaire pour le mettre en conformité avec les normes internationales. Après plusieurs discussions avec les syndicats et à leur demande, il a été créé un cadre de concertation pour analyser les observations qui pourraient être faites dans le sens de l'amélioration de cette mesure. C'est dans l'attente du démarrage des travaux de ce comité technique qu'il y a eu le déclenchement de cette grève. En tout état de cause, il convient de noter que cette décision est irrévocable, car il y a de la responsabilité de l'État de préserver l'intérêt des enfants en leur assurant une formation de qualité. 4. Sur la question des pensions de retraite. Le régime des retraites des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, géré par la Caisse générale des retraites des agents de l'État, CGRAE, a connu depuis le milieu des années 90 plusieurs difficultés relativement à son équilibre financier qui nécessitait une subvention annuelle de 50 milliards de francs CFA. À l'issue d'un processus de réforme marqué par une concertation permanente
et la recherche d'un consensus, plusieurs mesures ont été proposées par l'ensemble des parties intéressées à la gestion du système des pensions publiques. Il s'agit de l'État, des organisations professionnelles et syndicales, des fonctionnaires de la SEGRAE. 4 ans après sa mise en œuvre, alors que le bilan de la réforme traduit la pertinence des mesures adoptées par le gouvernement, certains syndicats regroupés au sein de la plateforme des organisations du secteur public réclament le retrait de l'ordonnance numéro 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes des pensions gérés par la SEGRAE. Selon ces syndicats, la pension de retraite servie depuis la réforme serait la moitié de celle perçue par les fonctionnaires et agents de l'État ayant fait valoir leur droit à la retraite sous l'ancienne législation. Il convient de relever que les pensions servies avant la réforme étaient anormalement bonifiées par les majorations pour familles nombreuses payées au titre des enfants de plus de 16 ans, sans limitation d'âge, alors que celles versées après la réforme sont conformes aux principes fondamentaux de gestion des organismes de sécurité sociale. Les différents paramètres adoptés avec la réforme de 2012 ont permis de rétablir l'équilibre financier de la SEGRAE avec le paiement immédiat et régulier des pensions mensuelles actuelles sur le long terme sans compromettre le droit à pension des générations futures. En conséquence de ce qui précède, le gouvernement, toujours attentif et bienveillant relativement aux questions sociales, d'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État, ouvert à toute préoccupation, à toute proposition viable en la matière, réaffirme la pertinence des dispositions de l'ordonnance précitée et de son décret d'application, ainsi que leur conformité aux principes fondamentaux de la sécurité sociale à travers le monde. En conclusion, il convient de rappeler que les dispositions législatives et réglementaires, notamment la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992, portant modalité des grèves dans le secteur public, indique la procédure suivante. 1. Discussion avec le ministère des tutelles. 2. Discussion avec le ministère en charge de la fonction publique. 3. En cas de désaccord, saisine de Monsieur le Premier ministre. 4. En cas de désaccord avec Monsieur le Premier ministre, un délai de 6 jours ouvrables est observé avant le dépôt du préavis de grève. Toute cette procédure n'ayant pas été suivie, le gouvernement déclare que cette grève est illégale. En conséquence, le gouvernement demande à tous les fonctionnaires et agents de l'État qui ont fait la grève de reprendre immédiatement le travail sous peine des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions en vigueur. Toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour permettre à l'ensemble des fonctionnaires de vaquer à leurs occupations. Fait à Abidjan, le 8 novembre 2016. En justice, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo est reporté à demain. Il était initialement prévu aujourd'hui.
Les blocages existants dans ce procès ont été levés. Les deux parties acceptent d'entendre les témoins de la défense selon un calendrier défini de façon consensuelle. Gabriel Zani. Le procès de Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité bloqué depuis plus de 15 jours reprend ce mercredi 9 novembre. La défense, le parquet et les avocats de la partie civile sont enfin d'accord sur un calendrier d'audition des témoins de l'accusé. Pour la défense, la présence des témoins est indispensable pour un procès équitable. Nous sommes dans un procès qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Il faut que chaque Ivoirien vienne se mettre à la disposition de la justice. Madame Gbagbo, elle est poursuivie pour des faits qu'elle n'a pas eu à commettre. Ceux qui les ont commis, là, on leur demande de venir expliquer ce qu'ils ont eu à faire. Ce n'est pas trop leur demander. Madame Gbagbo est en prison depuis 2011. Nous n'avons rien de personnel contre qui que ce soit. Nous recherchons juste la vérité et qu'elle vienne nous éclairer. Le procès, faut-il le rappeler, avait été bloqué pour vice de procédure dans la convocation des témoins majeurs que sont certaines personnalités. La défense a fait un programme pour nous dire, bon voilà le programme qui va concerner le passage de leurs témoins. Nous espérons que ces témoins-là viendront à partir de demain. Une chose est sûre, cependant, le procès reprend demain. Pour le procureur général, rien ne pouvait justifier une telle attitude de la défense. Depuis plusieurs semaines, les avocats de Mme Gbagbo multiplient les incidents qui provoquent des suspensions et des reports de la procédure. Aussitôt après la suspension, ils se précipitent à la presse pour faire croire que la Cour empêche leurs témoins de comparaître. Cette attitude des avocats de Mme Gbagbo dénote d'une mauvaise foi manifeste et d'une volonté délibérée de bloquer le processus que nous avions enclenché. La défense présente 32 témoins dans ce procès. Ils vont être entendus selon un calendrier défini de façon consensuelle. Dans le domaine de l'économie, le président de la Banque africaine de développement fait son bilan à mi-parcours, un an après le lancement des 5 chantiers dans lesquels il inscrit son action. Il s'agit entre autres de l'éclairage de l'Afrique, sa transformation et son intégration. Akiwumi Adesina tient les rênes de l'institution financière africaine depuis septembre 2015. Pour le passage en revue de l'année 1 du top 5, il a initié une semaine d'évaluation. Noé Nyanyou. Éclairer l'Afrique, la nourrir, la transformer, l'intégrer. Enfin, travailler à l'amélioration de la vie des Africains. Voilà les 5 priorités ou top 5 du Nigérien Akiwumi Adesina, président du groupe de la BAD. Elles ont été soulignées en septembre 2015 lors de sa prise de fonction. 2015-2016, soit un an après l'annonce de ces priorités. Quel est l'état des lieux? Un exercice de bonne gouvernance. L'évaluation, c'est un outil de dialogue, un outil de construction du consensus, un outil de production de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, que retenir pour l'an 1 du top 5? Madame Kaba Nialé, représentant le Premier ministre à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette semaine d'évaluation, a souligné quelques-uns des acquis notables. Je salue les efforts déjà mis en œuvre par la BAD pour relever certains de ces défis, notamment l'initiative Africa 50 qui permettra d'accroître de façon substantielle les ressources de la banque. Également le leadership de la banque dans les secteurs des énergies renouvelables à travers la mise en route de l'initiative des énergies renouvelables pour l'Afrique qui a bénéficié d'une promesse de financement de 10 milliards de dollars US du G7. Enfin, l'initiative Emploi pour les jeunes qui a pour objectif de recueillir 4,5 milliards de dollars US de financement auprès des partenaires. Un panel de haut niveau est venu passer au crible les acquis mais aussi les insuffisances et saluer la pertinence de l'exercice. Nous avons grand espoir sur ce travail qui est fait par la Banque africaine de développement, de sorte que nous puissions être exemplaires et que nous puissions répondre aux défis de la transformation structurelle des économies africaines. Jeudi prochain, 10 septembre, ce sera au tour de la composante 5, améliorer la qualité de la vie des Africains, de subir l'analyse des spécialistes et autres experts de la vie socio-économique de l'Afrique invités à cette rencontre. Hors de la Côte d'Ivoire, les électeurs américains étaient appelés aux urnes ce mardi 8 novembre
pour dire qui d'Hillary Clinton et de Donald Trump deviendra leur nouveau président. Après le vote anticipé de près de 40% d'électeurs inscrits, ce sont environ plus de 80 millions d'électeurs qui étaient attendus dans les bureaux de vote ce matin. Les deux candidats, le républicain Donald Trump et Hillary Clinton, se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir. Qui du milliardaire républicain et de l'ancienne secrétaire d'État va l'emporter? Nous devrions le savoir dès les premières heures de la journée de ce mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.